Non, clairement aujourd'hui j'ai pas envie, Sebek. C'est peut-être ça la solution. Salutations, ici Elysion. Oui, tu as bien vu, on retourne du côté Japanimation. Ça fait depuis un an sur l'épisode sur Lady Oscar et j'avais envie de me changer un peu les idées. Les jeux vidéo c'est sympa, mais être spectateur c'est bien de temps en temps. Donc aujourd'hui on va retracer non pas un manga mais une épopée, celle du GTO, le Great Teacher Onizuka. Donc aujourd'hui mets ta plus belle veste en jean parce qu'on repart début des années 90. 1990 c'est la sortie du shonen Shonen Junaigumi de la main de Toru Fujisawa et connu chez nous sous le nom de Young GTO. C'est dans cette histoire prépubliée dans le Weekly Shonen Magazine de 91 à 96 que l'on suivra les aventures de l'Onibaku, aka le duo Eikichi Onizuka et Ryuji Danma, les terreurs de shonen en quête de cul. Ni plus ni moins. En ce qui concerne le mangaka, Fujisawa, c'est un enfant des années 70 qui aura vu sa jeunesse bercée par l'animation et les mangas, et notamment ceux de Go Nagai, responsable de Devilman et Goldorak. Oui, il fallait que je la mette. Sa passion pour le dessin se manifeste très vite, si bien que ses premières planches datent de l'école primaire, avant que tout ça devienne plus sérieux au collège, avec la construction de ses premiers mangas, tantôt comiques, tantôt parodiques. Toi et moi, on connaît ce schéma, Fujisawa est un grand passionné pour son art, mais un élève au résultat moyen et facilement dissipé. Qu'à cela ne tienne, en sortant du lycée, il se lance avec quelques amis dans la création d'un magazine pour fans, et c'est à ce moment-là qu'il sait que son avenir sera dans le manga. C'est en 89, âgé de 22 ans, que Fujisawa décide de quitter Hokkaido pour descendre sur Tokyo, où sa carrière commencera. Avec ses premiers mangas, il s'améliore en créant, en assistant, sa technique et ses détails s'affinent, jusqu'à connaître le succès avec Young GTO. Fujisawa, faut dire que c'est pas un Toriyama ou un Kurumada qui a eu le temps de se faire connaître. Il a bien publié 2 mangas avant, mais pas d'une popularité équivalente à Dr. Slump ou Ring Nicadero. Surtout qu'en 90, c'est le Shonen Jump qui cartonne avec Dragon Ball et Senseiya. Et pourtant, il viendra à la fin de son manga 31 tomes retraçant l'histoire de l'Onibaku. Il accouchera d'un one-shot nommé Bad Company, et c'est sa suite qui va le propulser dans le monde entier. GTO, Great Teacher Onizuka. Prépublié en 97, on y retrouve Eikichi Onizuka, la terreur de shonen en quête pour devenir le meilleur professeur du Japon. Avec cette œuvre, Fujisawa s'exerce à la critique sociale en reprenant ses personnages phares, s'inspirant de son quotidien. Les émissions de télévision, le comportement des jeunes et l'attitude générale l'inspireront pour son manga et ses suites. Ce succès lui vaudra même le prix Kodansha, la plus grosse maison d'édition du Japon. L'œuvre sera alors adaptée en animé, en drama et en film de par son succès. Et pour comprendre le succès de GTO en France, il faut également se concentrer sur l'année 97. Cette année-là, c'était la fin du Club Dorothée après 10 ans de diffusion. Déjà très affaibli après ces nombreuses années, Ségolène Royal et TF1 avaient gagné. Les dessins animés japonais abrutissant la jeunesse avaient disparu. C'est beau l'espoir, hein. L'émission sera remplacée par TF1 qui se casse la gueule comparé au Club Do. Les dessins animés populaires de celle-ci n'étant pas repris, la concurrence est dure avec France 3 et ses minicums qui deviennent numéro 1, sans oublier Dika TV, sa cartoon, j'en passe. C'est en 1999 que TF1 relèvera enfin la tête avec la diffusion de l'animé Pokémon. On a craché sur la prétendue débilité des dessins animés japonais pour que TF1 se fasse sauver par Pokémon. Karma. Avec Pokémon, l'animation japonaise est de retour en fanfare. Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, le film Pokémon, tous ces longs métrages font des records en France. La mode tombe très vite, toutes les chaînes proposent leurs animés, dont Canal+. Même si le manga GTO est disponible depuis 2001, c'est à partir de la case et la diffusion de son adaptation animée en 2004 que GTO connaît son succès français. Ainsi, les aventures d'Onizuka parviennent à toucher les adolescents, avec de nombreuses rediffusions comme sur Virgin 17. Putain, je pensais pas redire ce nom de chaîne un jour. Nique ta mère, des 17. Mais même si GTO est un succès, plus aucune adaptation animée concernant Onizuka ne verra le jour. Il faudra attendre 2009, soit 7 ans pour avoir la suite Shonen 14 Days en tant qu'histoire parallèle et Lost Paradise en 2014 en tant que vraie suite. Mais du coup, parlons du succès. Parlons de GTO. Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, souhaite devenir professeur pour enfin perdre sa virginité avec de jeunes lycéennes. Malheureusement pour lui, après un stage plutôt bien mené, il finit par enseigner à une classe de collège, la 3ème 4, réputée pour faire craquer psychologiquement leurs professeurs. C'est avec ses techniques bien à lui de loupard qu'Onizuka part en croisade pour redresser ses élèves et leur faire aimer à nouveau l'école. Dit comme ça paraît un peu couillon. Un manga sur l'école, ça intéresserait personne. Sauf que dès les premières secondes de l'animé ou les premières pages du manga, tu te rends compte que le bordel va partir très loin, avec Onizuka qui fracasse et raquette deux Kaira parce qu'ils l'ont vu mater des petites culottes. Dans le manga, il en profite même pour leur taxer leur pompe. Du grand art. Alors pour éviter de m'éparpiller, je vais surtout me concentrer
sur l'animé, parce que le manga c'est pas le truc le plus simple à trouver non plus, sauf si t'es bilingue. Onizuka est accepté en tant que prof stagiaire au sein d'un lycée. Manque de bol, on lui confie la classe des loupards qui vont lui tendre un piège pour lui extorquer de l'argent. C'est mal connaître Onizuka qui va leur montrer comment un loupard se fait respecter. Après avoir passé son stage avec brio, une jeune élève finit par expliquer ses problèmes au démon de Shonan, qui n'hésitera pas à aider cette jeune fille, même s'il doit le faire de manière radicale. Le premier épisode se caractérise sur un format de 40 minutes qui sert d'introduction à l'animé de 43 épisodes. C'est d'ailleurs dès le premier qu'on se rend compte qu'Onizuka, c'est exactement le contraire d'un prof sur la mentalité. Et c'est ça qui le rend aussi efficace et attachant. Onizuka, c'est un loupard qui n'a connu qu'un système scolaire abject, avec des professeurs hautains rabaissant leurs élèves plus bactères. Le maître prof, c'est le maître de l'autre côté de la barrière et de transmettre à ses élèves ses valeurs humaines malgré son passé de racaille. Parce que GTO, c'est profondément humain. Chacune des histoires des élèves, c'est des situations qu'on a vues et connues. Des parents qui s'engueulent pour un rien, la perte de repères chez certains enfants, le harcèlement scolaire d'une cruauté incroyable, la peur d'être abandonné. GTO, c'est une œuvre qui parle à tout le monde, même les non concernés. Onizuka, c'est un gosse sage qui sait comment régler les problèmes et hésitera pas à se foutre dans la merde pour aider un de ses élèves. Que ce soit le harcèlement de Yoshikawa qui finit par amener la présidente des parents d'élèves à cause d'Onizuka, les brimades de Tomoko qui la projette dans le milieu du show business, le sentiment d'abandon de Murai qu'Onizuka réglera en ayant une discussion avec sa mère, réglant toujours ses problèmes sur ce ton provocateur, farceur, mais aussi solennel. Un ton parfaitement retranscrit par un doublage français de qualité, souvent cité comme l'une des meilleures VF. Alors je sens déjà les gens rester faire, donc on va faire ça vite. Votre avis n'a jamais compté et surtout pas sur un détail aussi débile. Vous avez le droit de pas aimer, mais pas dire que le doublage est bâclé ou mal joué. Quand on voit l'énergie que met Benoît Dupac à doubler Onizuka, la volonté qu'il donne à son équipe, c'est juste admirable. Sûr, la VF est incroyablement datée, il y a des répliques de l'an 2000 qui ne feront éclater de rire que les enfants de cette génération. Il y a parfois de l'occidentalisation du nom des lieux, mais c'est justement tout ce qui fait le charme de ce doublage. N'empêche que t'as assuré. Merci d'avoir fait ça pour Monsieur Onizuka. Vous êtes bien matinal, mon cher Onizuka, c'est parfait. Dire qu'elle a engagé cet ostrogo qu'il va enseigner dans cette école, c'est un désastre ce gars-là. La voix de Murai est libre d'aimer ou pas, mais je préfère ça que la voix de camionneur de la VO. Ah, tu le prends comme ça? Espèce de pluche en ferraille, je vais te mettre torchon! Le maniaco-dépressif Uchi Yamada, le sang-chaud Murai, la naïve Tomoko, la douce Fuyutsuki, comment je sais tout ça sur eux? Parce que personne ne souffre d'un dérapage lors du doublage. La seule chose que je trouve manquer sur l'adaptation animée, c'est sa fin, qui n'existe pas en manga puisque l'animé s'arrête au tome 13 du manga, soit la moitié. Donc si tu veux connaître la suite de l'histoire, faut continuer le manga. Mais alors pourquoi je t'ai parlé de l'animé et pas directement du manga? Déjà parce que je t'économise environ 70 € à zapper les premiers tomes, T'inquiète, c'est cadeau. mais également que l'animé suit bien le manga, oscillant entre le moins bien raconté et le bien mieux raconté. En témoigne l'histoire de Murai, bien mieux structurée dans l'animé, et le personnage de Yoshikawa qu'on apprend à connaître et à apprécier avant de découvrir son harcèlement, ce qui rend la chose plus impactante, même si on y perd beaucoup de l'aspect graveleux, sale et sanglant de l'œuvre. Petit exemple, quand Fuyutsuki rencontre Onizuka dans le bus, Uchi Yamada colle sa tête contre les fesses de cette dernière. Dans le manga, sa jupe est déchirée, on voit sa culotte et le sous-dirlo lui met la main au cul, plus sale. Mais en soi, ce sont des changements mineurs. On enlève un peu de situations perturbantes, mais on en profite pour mettre une meilleure structure et aller à l'essentiel. Bon, pour l'histoire, j'ai fait la comparaison avec les 16 premiers épisodes, et j'ai arrêté sur la fin quand j'ai vu les similitudes. Mais pour ton plaisir... Voilà. Après, on a 2-3 traits de caractère qui disparaissent, comme Uchi Yamada qui est tellement stressé par Onizuka qu'il en pisse du sang. Littéralement. De plus, je ne pouvais pas passer à côté du studio Pierrot, responsable de l'animation, qui s'est également occupé d'animés de qualité comme Yu Yu Hakusho, Les Mystérieuses Cités d'Or, Lamu et un bon paquet de Magical Girl. Et aujourd'hui, on les connaît surtout pour les animés Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul, que des noms qui devraient faire tiquer. Pour GTO cependant, va y avoir un petit temps d'adaptation pour les graphismes, qui sont plutôt faiblards face aux traits de Fujisawa, mais ça s'arrange plutôt bien dans la suite. L'histoire continuant sur manga papier, on croisera de nouveaux personnages, tous plus tarés les uns que les autres. Mayu, le petit-fils de la directrice qui amène une des scènes les plus badass du manga, la nouvelle Dirlo et ses angels, prêts à faire renvoyer Onizuka s'il ne rentre pas dans le moule, et la résolution de plusieurs problèmes de vie comme la relation mère-fille de Rumi et le lourd mensonge de Miyabi. La suite du manga vaut clairement le détour, t'aurais tort de t'en priver, surtout qu'Onizuka garde ses méthodes complètement folles d'enseignement et ses leçons de vie, avec des petits clins d'œil à différents mangas comme Doraemon, Hokuto no Ken, Ashita no Joe ou même des jeux vidéo comme Tekken. Dernière précision pour l'animé, zappe les 2 derniers épisodes et lance-toi dans le tome 13. C'est un conseil. Bien évidemment, GTO ne s'arrête pas là puisqu'on a droit à l'histoire parallèle Shonan 14 Days où Onizuka va, pendant sa cavale de 2 semaines,
s'occuper d'orphelins en centre aéré dans sa ville natale. Après une énorme connerie où Onizuka annonce à la télévision qu'il a failli enterrer une élève, à savoir Uomi Kanzaki, le jeune prof recherché par l'univers entier décide de décamper le temps que ça se calme. Il choisit pour destination Shonan, où il rencontrera une jeune femme du nom d'Ayame. Il s'avère que cette amie de Fuyutsuki s'occupe d'un centre aéré où elle vit parmi des orphelins. Onizuka étant invité à séjourner là-bas, il profitera de son excursion pour se lier d'amitié avec ses enfants et les aider à surmonter leurs problèmes de vie. Dans cette aventure, c'est la relation parent-enfant qui sera mise à l'épreuve, et bien plus que dans la troisième 4. On parle d'orphelins qui se sont retrouvés au signe blanc de gré ou de force. Abandon, mort d'un des parents, traumatisme, maltraitance infantile, j'en passe et des pires. Onizuka, fidèle à ses principes, va vivre H24 pendant 2 semaines auprès de ses orphelins pour régler leurs problèmes un à un. Je trouve Shonan 14 Days au moins aussi impactant que GTO, notamment un gamin, Seiya, qui s'est fait tatouer de force tout le dos par son beau-père. Le tatouage étant très mal vu au Japon de par son affiliation au Yakuza, faire ça à un gosse, ça revient à le condamner à des regards de mépris, de peur et lui refuser une bonne partie de son avenir. Et pour pas arranger, sa mère aime ce petit copain qui lui pète la gueule, elle et son fils, et qui dépense tout l'argent récolté en pachinko. Une vraie merde. Tout comme la troisième 4, chaque orphelin a son histoire, et c'est au cours de ces 9 tomes qu'on pourra voir leurs travers, leurs peurs et également leur envie d'en découdre. C'est un spin-off que je recommande notamment pour cette relation parent-enfant. Il y a beaucoup de planches assez dures à voir, notamment par l'impuissance des enfants, trahis, abandonnés, brisés par des parents déconnectés. Le GTO vous embarquera à travers ses aventures au signe blanc avec toujours ses délires bien à lui, mais aussi son sérieux. Notamment durant la lecture, après un événement assez grave, on aura droit à Onizuka qui fait rappliquer ses camarades de Shonan qu'il a connus durant sa période de l'Onibaku pour leur venir en aide. Et ça tombe bien que j'en parle de cela puisqu'on va pouvoir déraper sur Young GTO. Mais un peu de contexte avec Bad Company fera pas de mal. Ryuji Danma est un nouvel élève transféré dans un collège où il fera la rencontre d'un combattant hors norme, Eikichi Onizuka. Désireux de se faire respecter par les garçons de sa classe, il fracassera tous les gars qui lui cherchent des crasses. C'est en affrontant Eikichi qui tourne en une bagarre générale que Ryuji trouve en ce blondinet un rival, mais surtout un ami. Bad Company, c'est un one-shot qui verra la rencontre et formation de l'Onibaku. Même si au début Ryuji a juste envie de fracasser Onizuka, il apprendra à vraiment le connaître, le collégien qui place ses amis au-dessus de tout, dont Ryuji fera partie bien assez tôt. C'est d'ailleurs dans ces événements qu'ils rencontreront les Midnight Angels, assez important dans Young GTO, donc on garde ça pour plus tard. C'est un petit bonus, c'est pas vraiment utile, mais si tu veux te farcir tout GTO, ça se lit très vite. Et maintenant on va pouvoir attaquer le gros morceau, Young GTO. Onizuka Eikichi et Danma Ryuji, tels sont les noms de l'Onibaku Combi, les démons explosifs. Jeunes lycéens craints de tous de par leurs exploits à Shonan, le duo est transféré dans un autre établissement. D'un lycée pour garçons, ils finissent dans un mixte. C'est l'événement rêvé pour eux de soulever de la meuf et perdre leur virginité. Donc déjà tu sais qu'Onizuka a perdu. L'Onibaku, en quête de dépucelage, rencontreront d'abord leur prof de manière non conventionnelle. Pour pas dire qu'ils ont failli se les taper. Déjà on retourne sur l'humour un peu salace de GTO, même si on est un cran au-dessus, avec un Onizuka beaucoup plus sanguin et enclin à la baston. C'est dans cet univers de pervers bagarreurs qu'on suivra les aventures de l'Onibaku, et c'est pour ça que je déconseille fortement l'anime. Même s'il a été commencé 5 ans avant l'anime GTO, c'est 5 épisodes de 40 minutes. GTO, il lui a fallu 43 épisodes pour couvrir la moitié du manga. Et Young GTO, c'est encore plus loin, 31 tomes, donc 6 de plus. On y verra notamment les premiers vrais amours du duo d'amis, notamment Ryuji, qui a craqué pour son professeur Ayumi, leur franche camaraderie dans le groupe, avec des personnages comme Abe l'éternel dragueur et Makoto l'éternel carotteur, ainsi que de nombreux combats, que ce soit par pur effet comique ou par un véritable enjeu, comme leur affrontement contre Saejima et Kamata, ou la guerre de gang entre les Neo Midnight Angels. Young GTO, c'est un shonen assez classique dans le fond. L'amitié, le respect, le sens du sacrifice, faire ce qui doit être fait, tout ça est présent, saupoudré d'un peu de fantaisie et de blagues de cul efficaces. Il y a tellement de planches parodiques où j'ai éclaté de rire, notamment une sortie entre amis, où tu vois tous les hommes du groupe se fracasser les uns après les autres pour choper la meuf la plus bonne du groupe, qui se révèle être un homme. Battle Royale pour rien. Mais malgré son délire assumé, Young GTO c'est aussi du sérieux. En témoigne l'histoire d'amour entre Ryuji et Ayumi qui se transforme en drame, l'Onibaku qui passe à 2 doigts de la mort un nombre incalculable de fois pour le bonheur de leurs proches, ou la guerre entre les 2 ex-leaders des Midnight Angels qui tentent à tout prix de récupérer la veste du fondateur Masaki, confié à l'Onibaku pour reformer la bande. Les Midnight Angels étaient un groupe puissant et respecté. La Nationale 134 c'était leur parade, mais le mot maître c'est celui-là, respect. Les loupards n'étaient pas craints mais adulés parce que c'est eux qui allaient péter la gueule aux autres loupards qui foutaient trop la merde. C'était des héros, des justiciers pour tout shonen. À la base, c'est juste un clan fan de moto et de vie à la cool, et Masaki aurait jamais supporté que ça tourne en gang.
mais je vais pas te spoiler plus parce que c'est vraiment criminel de le faire. Young GTO, c'est une œuvre qui traite de drame aussi bien que de comédie. Que ce soit l'acceptation d'un deuil, la façon de combattre un traumatisme, des sentiments menés à leurs extrêmes, les giclées de sang et les pleurs seront nombreux à travers le manga. Et pourtant, c'est avec un esprit triomphant que notre groupe d'amis surmontera toutes ces épreuves. On aura le temps de les voir grandir, l'Onibaku, puisque le manga retrace le début lycée jusqu'à leur combat final. Alors c'est un assez gros spoil je pense, donc voilà le timecode. Maintenant je peux me permettre. Onizuka aura un ultime combat à faire contre Nakajo Kunito, le troisième leader de la deuxième génération des Midnight Angel pour la suprématie de Shonan. Ce qu'il ne veut absolument pas, mais cette guerre de gang l'a dépassé. C'est un énorme parallèle avec ce qu'a pu ressentir Masaki, le leader original, quand il a vu son groupe se déchirer. Mais Onizuka a quelque chose que Masaki n'avait pas, Ryuji. C'est en montant un complot ensemble que l'Onibaku se déchire devant une horde de combattants. Mais le combat coupe court quand l'Onibaku, en sang, se dirige bras dessus avant de dire que toute cette guerre n'est pas pour eux et de se jeter dans le canal. À l'époque de la sortie du dernier chapitre en France, on savait qu'ils avaient survécu, mais cette scène est riche en émotions, avec notamment la pensée et le ressenti de toutes les personnes qui les ont côtoyés. C'est ainsi que meurt l'Onibaku, et une nouvelle vie commence pour Oikichi Onizuka et Ryuji Danma. On va pas finir sur ça quand même, il nous reste encore un manga à traiter, les spin-offs de Saejima et Ryuji. Non, je plaisante. Parlons de GTO, Lost Paradise. Un milieu carcéral, un maton qui appelle les détenus un à un, et le 20e se révèle être Eikichi Onizuka. Qu'a-t-il pu se produire pour que notre GTO se retrouve dans pareille situation? C'est ce que va nous raconter GTO Lost Paradise, où Onizuka va retracer ses nouvelles aventures au sein d'un lycée, et plus particulièrement de la classe G. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Onizuka a commencé à enseigner, et c'est dans ce contexte que l'on va pouvoir rencontrer la classe G. Adieu Murai, Urumi et Yoshikawa, on quitte la 3ème 4 pour entrer dans le monde du show business. Déjà le contexte est très différent, ici la classe G ne hait pas Onizuka, mais est tellement habituée à voir les adultes faire des courbettes pour leurs caprices d'enfant star, que tomber sur un gars comme lui, ça fait bizarre. Dans cette suite, ce n'est plus tellement les enfants et leurs histoires qui sont mis en avant, mais plutôt le débordement et la dérive de leur célébrité. On y perd un peu le côté humain que GTO possédait. Les réseaux sociaux prennent vraiment beaucoup de place, puisque c'est comme ça que la classe G va d'abord tenter de détruire Onizuka. Alors attention, j'ai plutôt bien aimé ces histoires, mais je retrouve pas le même feeling qu'avec Young GTO et GTO. Je sais que c'est fait pour la vie de célébrité et la déshumanisation qu'Onizuka va devoir affronter, toujours fidèle à ses principes et prêt à crever pour faire ouvrir les yeux à la classe G. C'est intéressant, notamment si tu rêves de célébrité et la part de responsabilité envers ton public. Mais la morale, elle concerne tellement peu de monde qu'au final, c'est carrément oubliable. D'autant que l'apport des réseaux sociaux me laisse complètement de marbre, même si en rapport avec la thématique. GTO Lost Paradise est peut-être la donne de trop. C'est du GTO tout craché, mais j'hésite à dire que c'en est devenu une parodie, ou du moins que le sujet est tellement bateau qu'il n'arrive pas à nous transporter totalement avec lui. Young GTO, c'était des guerres de gang et une jeunesse qui a appris à devenir adulte bien trop tôt. GTO et Shonan 14 Days, c'était des gamins perdus ou détruits qui ne cherchaient qu'à avoir un coup de main. Paradise Lost sonne comme une copie moins organique. C'est d'ailleurs le seul que je ne te recommande pas. C'est pas une suite détestable comme un Senseiya Omega, mais pour ce que ça apporte à la mythologie GTO. Avant de nous quitter, j'aimerais te faire part de 2 petites anecdotes de tournage que j'ai trouvé vraiment très sympathiques. La première, c'est que quand je lisais GTO, Young GTO comme Lost Paradise, j'avais toujours la voix de Benoît Dupac dans la tête, et ça rajoute vraiment un effet comique à tout ça. La deuxième, c'est qu'à chaque fois que je finissais un GTO, Young GTO comme Shonan 14 Days, j'avais toujours le premier générique de GTO, Driver's High, dans la tête. Et ça rajoute un effet nostalgique à tout ça. L'épisode est terminé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, et sur ce, je te dis à la prochaine.